Bienvenue dans le podcast En toute vulnérabilité. Mon intention ici est de créer un véritable cercle de partage sonore, où la vulnérabilité est à l'honneur et où chaque émotion est célébrée. Dans chaque épisode, moi ou mon invité, on va te livrer des moments de vie qui illustrent ce propos et les leçons que nous en avons tirées. Aucun sujet ne sera tabou ici. On va parler spiritualité sans bullshit, partager nos leçons de vie et ce que j'ai appris des belles personnes que j'ai pu accompagner, et aussi de la maternité. Je suis ton hôtesse, Nina Cagnac, praticienne en développement perso qui aide les autres à retrouver leur pouvoir. Mon but, que dans chacun de ces épisodes, tu y trouves au moins une pépite, une information qui t'aide à avancer dans ta vie. Alors installe-toi, ouvre ton cœur et c'est parti pour l'épisode du jour. On a tellement à découvrir ensemble. Salut ma chère Lisa, je suis trop contente de t'accueillir sur mon podcast aujourd'hui pour qu'on discute justement en toute vulnérabilité de ton histoire. Je te remercie déjà à l'avance de toute la vulnérabilité dont tu vas faire preuve pour raconter un chapitre de ton histoire qui est tout sauf évident. Donc, merci beaucoup déjà à l'avance. Et je tiens à dire aux personnes qui vont nous écouter que Lisa, c'est une collègue de Theta Healing qui est très chère à mon cœur, qui a d'abord été une des participantes à mes formations, qui est aussi une de mes clientes, qui est aussi une collègue et qui est une amie. Donc, ma chère Lisa, merci beaucoup d'être là aujourd'hui et je te laisse te présenter avant qu'on rentre dans le vif du sujet, si tu veux bien. Oui, bonjour Nina, bonjour à tous et merci de ton invitation qui m'est très chère au cœur, autant ton invitation que toi. Alors pour me présenter, alors je m'appelle Lisa Vornser, je vais sur mes 50 ans, demain je fête mes 49 ans, voilà. Bon anniversaire. Merci Nina. Alors tu as déjà dit beaucoup de choses, hein. Oui, je suis Theta Healeuse, j'ai commencé comme praticienne et puis d'ailleurs je me suis formée à 3, 4, 5 même de tes cours avant de devenir instructrice, voilà. Et en plus d'être Theta Healeuse, je suis auteur puisque j'écris des contes pour adultes et enfants, des livres. Mes contes, je les conte aussi aux enfants et aux adultes. Donc voilà, et voilà, je fais beaucoup de choses en fait avec tout ça. Ouais. Je mettrai d'ailleurs les liens de tes livres dans les notes de l'épisode, donc pour les personnes qui sont intéressées, ils pourront les retrouver à cet endroit-là. Merci. Alors, ma chère Lisa, on va parler aujourd'hui d'un sujet que je considère comme un sujet tabou, parce que très peu de personnes en parlent, alors que c'est quelque chose qui me paraît tellement important et qui a lieu tellement souvent, en fait. On va parler aujourd'hui de l'inceste avec Lisa, et on va parler aussi de tout le parcours qu'il peut y avoir autour, toutes les questions qu'on peut avoir autour. Bref, on va parler un peu de tout ça. Si je reprends tes mots, c'était l'enquête de toute ta vie et je trouve que c'est très bien résumé parce que très souvent, on s'en souvient pas, très souvent, c'est quelque chose qu'on se doute qu'il peut y avoir dans notre vie ou dans notre passé, mais dont on n'est pas certain. En tout cas, j'ai vu plusieurs personnes vraiment batailler avec ça, de savoir si ça a eu lieu ou pas lieu, les questionnements, de tout ce que ça peut emmener et surtout de tous les traumas que ça a créé derrière. Donc, ma chère Lisa, si c'est OK, est-ce que tu veux bien qu'on commence par parler de l'amnésie traumatique, mais de comment est-ce qu'on se rend compte qu'il y a peut-être eu quelque chose ou peut-être pas? Oui, c'est une très bonne question et c'est ce que tu disais effectivement. Enfin, moi, alors j'ai vécu l'inceste très très jeune. J'étais toute petite. Encore aujourd'hui, je ne sais pas vraiment à quel âge ça a commencé. Je dirais entre 1 an et demi et 3 ans. Voilà. Et ça a été l'enquête de toute ma vie. Donc j'ai joué à Colombo depuis des années pour pouvoir identifier que j'ai été incestuée petite. Et les signes, alors j'ai eu pas mal de signes qui m'ont mis la puce à l'oreille. Le premier signe, c'est l'amnésie, ce qu'on appelle l'amnésie traumatique en fait, puisque à un certain âge, en fait, je me suis rendu compte que j'avais alors très très peu de souvenirs de mon enfance.
Et je voyais mes amis parler de leur enfance, me sortir des souvenirs très précis, très, ouais, très précis. Et moi, j'avais si peu de souvenirs de mon enfance et ces souvenirs, en plus, étaient très nébuleux, très flous. Je me demandais pourquoi, je comprenais pas pourquoi. Donc voilà, on va dire que j'ai avancé dans la vie avec une partie de ma vie qui était oblitérée, qui était aux oubliettes. Et quelque part, je vivais avec ça comme si c'était normal. Euh, donc jusqu'à ce que je me rende compte dans le monde des adultes que bah, c'était pas normal en fait. Ouais. Donc ça a été un des premiers signes qui m'a fait me questionner. Et puis il y en a eu d'autres, mais je sais que l'amnésie traumatique est quelque chose d'assez courant dans les histoires d'inceste, notamment quand l'inceste a eu lieu très tôt dans l'enfance, très tôt dans l'enfance. Donc ça a été vraiment un des premiers signes. Et puis, moi, j'en ai eu un deuxième qui a été très très fort. Alors, on va dire que j'en ai eu deux autres très très forts. Même si j'avais peu de souvenirs de mon enfance et des souvenirs flous, je me souvenais quand même que déjà toute petite, à l'âge de 4-5 ans, j'étais dépressive, que j'ai eu des périodes de dépression. Ok. Est-ce que c'est quelque chose dont tu t'es rendu compte par la suite? C'est quelque chose dont je me suis rendu compte par la suite, effectivement. Et parce qu'à l'époque, je ne savais pas ce que c'était la dépression. Mais je me suis rendu compte que finalement, petite, j'ai eu plusieurs épisodes dépressifs, voire même des dépressions à tel point que ma mère m'a emmenée à l'hôpital consulter un pédopsie. Ok. Voilà. Parce qu'en fait, voilà, toute petite déjà, enfin, la vie n'avait pas vraiment de sens pour moi. Et au-delà du fait que la vie n'avait pas vraiment de sens pour moi, bah, je m'en suis rendu compte après. J'ai pu mettre des mots après, mais quelque part, c'était un peu comme si j'étais une morte vivante. Donc déjà toute petite, enfin voilà, j'avais ça en moi. Donc ça Ouais. a été le deuxième signe. J'ai vu, avant que je t'interromps un instant, mais avant que tu continues, j'ai vu des personnes sur ce chemin-là aussi, où tu as des photos de eux avant et tu as des photos d'eux après l'inceste, et en fait, c'est comme si un soleil s'éteignait. Mais c'est complètement ça. Enfin, moi j'étais plus dans la lumière, donc un soleil s'était éteint, ouais. Voilà. Et puis moi pendant très longtemps, hein, le mot est fort, mais très longtemps, je m'appelais la morte vivante. Hein. J'étais un zombie. C'est-à-dire qu'à l'extérieur, je donnais le change, mais à l'intérieur, c'était la mort. L'absence de vie, l'absence de soleil, comme tu dis, l'absence de lumière. Donc ça a été très fort aussi quand j'ai pu mettre un mot sur ce que j'ai vécu dans l'enfance, la dépression. Je me suis dit quand même, être dépressive avant 5 ans, C'est j'étais... tôt. Ouais, c'est tôt. Et puis je comprenais pas pourquoi en fait. Pour quelle raison étais-je dépressive aussitôt dans mon enfance et en plus des dépressions à répétition. Donc ça a été aussi quelque chose d'assez fort. Et le troisième signe qui chez moi aussi était très fort, c'est les troubles du comportement alimentaire. Toute petite déjà. Alors j'ai déjà été boulimique et puis après l'anorexie est arrivée. La boulimie a fait partie de ma vie pendant très longtemps. Enfin, avec force et retentissement dans mon corps et ma vie. L'anorexie est venue, mais moins fortement que la boulimie. Mais du coup, pendant une grande partie de ma vie, et notamment à l'adolescence, je passais de la boulimie et de la boulimie vomissante à l'anorexie.
faut savoir que quand on est dans les troubles du comportement alimentaire et qu'on vit dans l'anorexie et la boulimie, et dans la boulimie vomissante, il y a une grande honte. Donc c'était aussi quelque chose dont je ne parlais pas, mais que je vivais, que je vivais tous les jours. Donc ça aussi, ça a été un signe parce que quelque part, je me demandais, mais pourquoi j'ai cette relation aussi chaotique à la nourriture? Pourquoi je passe de l'anorexie, qui est quand même la pulsion de mort, où en fait on ne mange pas et on se laisse mourir, on se laisse dépérir, et au-delà de se laisser mourir et de se laisser dépérir, on le fait en plus avec presque un sentiment de puissance et presque je dirais pas de joie, mais il y a un peu de ça, quoi. Voilà. À la boulimie, où tout d'un coup, moi je passais de la pulsion de mort à la pulsion de vie. Il fallait que je mange, il fallait que je me remplisse. Et puis je me remplissais tellement à ras-bord que je me faisais vomir. Donc ça aussi, ça a été... j'arrivais pas à mettre de sens derrière ça. Donc déjà, je dirais que l'amnésie, la dépression à répétition et les troubles du comportement alimentaire, pour moi, ça a été 3 signes très très forts, qui pour moi étaient déjà le début on va dire, d'une enquête. Ouais. Et puis après, au-delà de ça, en grandissant, en devenant adulte, il y avait des signes dans ma vie que je comprenais pas. Alors les signes, c'était dans mes relations avec les hommes et J'imagine. dans les situations que je vivais avec toute forme d'autorité, et notamment toute forme d'autorité masculine. C'est-à-dire que je voyais bien que je vivais à répétition des situations abusives, que ce soit amoureusement, dans mes relations amicales et aussi dans le pro, parce que j'attirais des managers hommes très abusifs finalement, voire des pervers narcissiques. Et dans ces situations, je me voyais, j'étais complètement soumise en fait. J'étais soumise à leur emprise euh, et je n'existais qu'à travers la soumission. Alors à l'époque, j'avais pas encore ces mots-là, cette distance-là, cette vision-là, mais quelque part, je voyais bien que j'étais mais complètement bloquée dans la soumission. Et Ouais. j'attirais ça à moi de manière répétitive, comme un aimant. Et je ne parle pas en plus d'agressions sexuelles que j'ai vécues, par exemple dans le métro, dans un cinéma, où je me disais, mais pourquoi dans une salle de cinéma remplie, l'abuseur, le prédateur sexuel, parce que moi j'ai été attouchée aussi dans un cinéma à une certaine époque, pourquoi le prédateur sexuel vient à côté de moi, quoi. Euh, Ouais, j'allais dire, je profite du fait que tu as travaillé sur toi, que tu connais bien le domaine, que tu es thérapeute, pour justement aller voir ce que toi tu as compris de pourquoi tu attirais ces hommes-là en fait. Bah, à l'époque, je comprenais pas, ça c'est clair, je comprenais pas. Et puis en plus, au-delà de pas le comprendre, ce qui était terrible, c'est que c'était presque normal en fait. Enfin, c'était banal. C'était, je me suis fait agresser sexuellement dans le métro. C'était un soir et en plus c'était un homme qui m'a traîné dans un endroit où finalement il y avait personne. J'ai eu de la chance parce que à ce moment-là il y a des personnes qui ont descendu l'escalier et ça m'a sauvée. Mais c'était comme si finalement je basculais de l'agression sexuelle à la vie normale, comme si rien ne s'était passé. Et j'avais une sorte d'agilité à passer de l'un à l'autre, comme je pouvais passer de l'anorexie finalement à la boulimie, comme si de rien ne s'était passé. Et, euh, et finalement, j'ai mis du temps à me dire à un moment, mais bah, en fait, c'est pas normal. Ce que je banalisais totalement, et en tant que victime, il y a un moment, je me suis dit, c'est pas normal, mais je me le suis dit parce que finalement, c'était tellement répétitif, déjà, que ça m'a mis la puce à l'oreille. Et puis, quelque part, bah, j'en souffrais parce qu'il y a un moment, il y avait quand même une partie de moi qui avait envie de sortir de ça.
je me sentais tellement bloquée là-dedans, tellement petite, tellement réduite, tellement soumise, tellement dans l'emprise des hommes et des autres, mais qu'il y a un moment, il y a une partie de moi enfin, je pense, qui en pouvait plus, quoi. Ouais. Donc voilà, ça fait beaucoup de choses, beaucoup de choses. Et du coup, si c'est OK, parce que j'imagine que quand il y a une partie de toi qui en pouvait plus, c'est qu'il y a une partie de toi qui savait que c'était pas normal. Oui. Hem, mais est-ce que tu as ressenti aussi, peut-être est-ce qu'à un moment donné, tu as ressenti de l'injustice aussi? Est-ce que tu as compris que ça arrivait à toi et pas aux autres? Bah, l'injustice, non, parce qu'en fait, je pense que j'ai eu tellement l'empreinte jeune de la soumission et de l'abus que c'est pas de l'injustice, c'est de l'impuissance que je ressentais. Je me sentais impuissante, mais complètement bloquée dans des situations où en fait je voyais d'autres femmes, d'autres personnes, bah, passer ça, reprendre leur pouvoir en quelques minutes. Et je me disais, mais pourquoi je me sens si impuissante? Pourquoi moi j'y arrive pas? Et c'était vraiment cette impuissance. Et en fait, à l'époque encore, je ne le savais pas, mais j'avais énormément de blocage, énormément de résistance. Et en plus, ajouté à ça, dans mes rapports intimes aux hommes, bah, c'était compliqué. La notion de plaisir dans ma vie, c'était hyper compliqué. L'acte sexuel en soi, bah, en fait, je le voyais comme une obligation. J'en avais même honte. Parfois, ça me donnait du dégoût. Euh, et je comprenais pas pourquoi dans mes rapports intimes aux hommes, et en plus c'était des rapports intimes avec des hommes avec qui j'étais depuis un certain temps, que j'aimais, et je me disais mais pourquoi tout ce dégoût, pourquoi toute cette honte, pourquoi il n'y a aucun plaisir. C'est peut-être là-dedans où j'ai plus ressenti de l'injustice parce que je me disais mais mince en fait surtout on est une époque et c'était une époque et encore aujourd'hui on parlait beaucoup d'orgasme, de libération sexuelle de la femme pouvait atteindre l'orgasme facilement et puis bah moi en fait c'était pas du tout ça quoi, enfin voilà. Et si c'est OK que je te demande, tu pas obligé de répondre bien évidemment, mais est-ce que du coup tes petites amies de l'époque, tes partenaires de l'époque, est-ce qu'eux, ils t'ont fait des remarques? Est-ce qu'eux, ils voyaient que tu n'étais pas bien ou pas à l'aise? Non, parce que ayant subi l'inceste et ayant vécu l'inceste dans une famille où en fait il fallait donner le change, et puis l'inceste en plus c'est quelque chose dont il faut pas parler. Enfin l'inceste souvent il y a du mensonge autour. Donc j'ai très vite appris à donner le change, à ne rien montrer. Euh, et puis ça a été accentué, enfin ce phénomène de donner le change, ne rien montrer, était très accentué par le fait que j'étais complètement coupée de moi-même, de mes ressentis, de mon corps. Donc j'étais très habituée à finalement ne pas ressentir, mais à montrer aux autres que ça allait, que c'était ok. Donc mes petits amis de l'époque ne voyaient pas que finalement je prenais aucun plaisir dans l'acte sexuel et que finalement j'étais très passive en fait, très dans l'obligation de faire et très passive. Voilà. Il y a aussi un truc qui m'a mis la puce à l'oreille dans l'intimité du sexe, c'est finalement, moi je voyais aussi des femmes pouvoir, comment dirais-je, prendre les devants, montrer à l'homme son désir. Et ça, c'est quelque chose qui, pour moi, était un blocage énorme. Pour moi, montrer mon désir et demander à mon homme de faire l'amour, c'était quelque chose d'insurmontable. Ouais, D'insurmontable. normal. Voilà. Donc, c'est plutôt plus dans ce sens-là où finalement, mes petits amis de l'époque ne comprenaient pas pourquoi j'allais jamais les chercher, gratter à la porte quelque part. C'est plus ça qui les éveillait. Voilà.
Et comme j'étais bloquée à l'époque, et comme en plus c'est un sujet, le sexe à l'époque était difficile pour moi, bon, ben, c'était un sujet que je bloquais aussi dans l'intimité de mon couple et avec mes petits amis de l'époque. Donc Ouais. je m'en touche, en fait. Ouais, et du coup, ça t'a obligée quelque part aussi à devenir une pro de faire semblant, mais quand je dis faire semblant, pas que dans ce domaine-là, faire semblant que tout va bien dans tout, quoi. Oui, dans tout. Ah, moi, j'étais la pro de donner le change et d'être une vitrine de moi-même, hein. Parce que finalement, je voyais bien, tout le monde me disait: «Ah, mais t'es pétillante, t'es pleine de joie, limite, t'es pleine de lumière, t'apportes la lumière aux autres et tout.» Mais en fait, à chaque fois, je me disais: eh ben, dis donc, s'ils voyaient ce qu'il y a à l'intérieur, hein, voilà. Et cet intérieur, je ne le montrais pas. Il fallait surtout pas que je le montre. Donc ça aussi, apprendre à ressentir, à évacuer. Et je reviens au thème de tes podcasts, apprendre à montrer ma vulnérabilité. Mon Dieu, ça a été un chemin pour moi. Ouais, Et c'est aussi j'imagine. pour ça que j'adore le thème de ton podcast, parce que, bah oui, il y a un moment, il a fallu que j'apprenne à me montrer fragile, à montrer ma faiblesse, que ce soit à mes amis ou à mes petits copains. Et j'ai Ouais. compris bien plus tard à quel point c'était une force. Voilà. Euh, mais voilà, tout ça fait que bah, tous ces signes-là, il y en a eu des très forts, des un peu moins forts. Ça m'a éveillée en fait. Ça m'a éveillée et ça m'a obligée à un moment à me dire mais pourquoi? Et sachant que moi, le déclencheur, euh, c'est que en fait, à 35 ans, je suis tombée malade. Euh, j'ai, j'ai déclaré une maladie auto-immune, Ouais. une maladie orpheline en plus, à tel point que j'ai fait 1 an d'hôpital et j'ai fini paralysée des jambes et des bras quand même. Et quand les docteurs m'ont dit ce que c'était qu'une maladie auto-immune, c'est-à-dire une maladie où on s'auto-détruit finalement, Ouais. là, je me suis dit, bon, il va peut-être te falloir te poser et comprendre pourquoi tu es dans l'autodestruction toi-même. Voilà. Et là, ça a été le déclencheur. J'aime aussi beaucoup l'approche de Gabor Maté sur les maladies auto-immunes. Mm. Mais lui, il dit c'est aussi vraiment quand le corps dit non. Tu vois, c'est quand le non n'arrive plus à passer ta bouche et que tu as dit oui à tellement de choses auxquelles tu voulais dire non qu'à un moment donné, ton corps, en fait, te stoppe en créant cette maladie et ça t'oblige, en fait, à te retrouver dans une position où tu ne peux plus accepter certaines choses, où tu es obligé de dire non, tu peux plus être là pour tout le monde, tu peux plus être là en train de te sacrifier pour tout le monde. Et c'est exactement ça, hein, parce que là, Dieu sait que mon corps a parlé et il m'a parlé fortement. Et, euh, et c'est là où, en fait, mon cheminement, mon éveil a commencé. Et c'est là où j'ai compris que finalement, là aussi, c'est quand j'étais à l'hôpital et alors j'ai fait 1 an d'hôpital, puis après j'ai été en maison de rééducation pour réapprendre à marcher, à manger des gestes très naturels, puisque comme j'avais été paralysée, et c'est là que je me suis rendu compte vraiment à quel point j'avais été complètement coupée de mon corps, complètement. Et que finalement, le seul lien à mon corps, c'était cette maladie. Donc, aujourd'hui, je lui dis merci, mais bon, à l'époque, c'était une autre paire de manches quand même. Ouais, j'imagine. Si c'est ok pour toi, ma chère Lisa, est-ce que je peux te demander combien de temps tu as été paralysée? Ouh, plusieurs mois. Plusieurs mois, en fait, je pourrais pas te dire exactement parce que c'est un peu comme j'ai fait pratiquement 1 an d'hôpital et c'est un peu comme si c'était un rêve, enfin, un cauchemar plutôt qu'un rêve, parce que je suis arrivée à un point de, j'étais à la limite de mourir en fait, à la limite de mourir. Euh, donc j'ai occulté pas mal de choses
de cette période-là. Mais je me souviens que quand j'ai commencé un peu à récupérer d'énergie, de vitalité, je faisais des concours de chaises roulantes dans les couloirs de l'hôpital avec les autres qui étaient en chaise. Voilà. C'est pour dire aussi que malgré tout ça, j'avais quand même un peu en moi la flamme, Ouais, carrément, hein, carrément. la volonté d'y arriver. Ce que je trouve intéressant aussi dans ce que tu racontes sur ton passage à l'hôpital, c'est, le côté paralysé parce que, on sait maintenant qu'après un gros trauma, on a 4 réactions possibles. Soit, c'est, ce qu'ils appellent en anglais le flight or fight response, mais qui est, se battre ou vouloir fuir. Mais en fait, il y en a 2 autres qui est, face à un trauma, soit tu as envie de te battre, soit tu as envie de fuir, soit justement tu es paralysé et tu fais le mort. Soit le quatrième, je sais pas comment on traduit en français, mais c'est le côté faire le caméléon, c'est-à-dire devenir qui tu as besoin de devenir pour ne pas réveiller la colère de la personne en face. Donc c'est vraiment un côté s'adapter qui n'en finit plus en fait et dans lequel tu perds ton identité aussi. Mais du coup, tu vois, quand tu me dis que tu as été paralysée à l'hôpital, je me dis, je serais intéressant de voir si la paralysie, c'est une réponse que tu as eue face au trauma que tu as pu avoir dans ta vie de manière générale, parce que ça a forcément commencé probablement avec ton inceste, mais j'imagine que c'est une réaction que, enfin, comment dire, un mécanisme, tu vois, bien rodé qui était je suis en danger, paralysie, quoi. Oui, oui, puis alors maintenant que tu me le dis, combien de fois j'ai été, moi mon mot c'est statufier. Quand tout à l'heure je parlais face à des managers hommes ou face à des situations où je parlais d'impuissance, moi l'impuissance elle s'est révélée dans mon corps, je devenais une statue. Et j'avais beau essayer, enfin, et dans ces zones-là, rien ne pouvait me faire bouger de ça, quoi. Donc, effectivement, en fait, c'est une émotion que je connais bien, mais qui, du coup, s'est traduite dans mon corps par la paralysie. Et ce que tu disais aussi, le fait d'être un caméléon, quand je parlais d'être une vitrine de moi-même, j'ai été obligée de me suradapter déjà à ma famille. Et puis, bah, j'ai continué à me suradapter. Donc, je pense que, enfin voilà, j'ai vécu les deux, on va dire les deux extrêmes. Le fait d'être caméléon et puis le fait d'être complètement statufié à des endroits, à des espaces dans ma vie où finalement, quelque part, je revivais sous une autre forme le trauma d'inceste que j'ai vécu petite Et est-ce que tu as ressenti que ça impactait que ta relation avec les hommes ou est-ce que ça impactait aussi ta relation avec les femmes? avec les femmes. Avec les femmes parce que, bon, quelque part, non seulement j'ai vécu l'inceste dans ma famille, mais on va dire que la partie féminine de ma famille était, enfin, c'était des personnes extrêmement contrôlantes. Mais voilà. Donc moi j'avais un gros problème déjà avec tout ce qui était lié à l'autorité, euh, surtout masculine, mais quand elle était féminine aussi. Voilà. Alors après, je dois dire que j'ai toujours été, alors plus maintenant, mais à l'époque j'étais pas à l'aise avec les hommes. J'étais absolument pas à l'aise avec les hommes et je voyais bien aussi que je ne pouvais pas regarder un homme dans les yeux. Encore aujourd'hui, certains hommes, beaucoup moins qu'avant, mais parfois j'ai encore le regard qui baisse. Voilà, donc parfois, dans certaines situations, j'ai encore parfois en moi des petites mémoires, des petits réflexes de soumission. Mais je peux l'avoir aussi avec les femmes et j'ai remarqué que je l'ai avec certaines femmes qui ont beaucoup de yang en elles, beaucoup de masculin en elles. Dès qu'une femme a beaucoup de yang en elle, il y a comme chez moi une espèce de capteur qui fait que je peux ne pas être à l'aise. Mais ça, encore une fois, je l'ai travaillé. Et aujourd'hui, c'est beaucoup plus détendu qu'avant. Mais à l'époque, c'était une tannée à vivre. Ouais, j'imagine. Et c'est dur de prendre sa place aussi dans ces moments-là. Parce que du coup, ta place, elle est nulle part, elle est ni avec les femmes, ni avec les hommes. C'est très compliqué.
Bah, c'était très compliqué. Et puis, alors, non seulement ma place n'était ni avec les hommes, ni avec les femmes, mais ni en moi-même, puisque j'étais complètement coupée de mon corps. Et de par l'inceste, quand on vit l'inceste, on vit quand même l'insécurité. Donc, j'étais totalement en insécurité avec moi-même dans mon corps. Donc, ma place, bah, elle était difficile à prendre. Euh, voilà, donc je la prenais dans des espaces de solitude, mais que je comblais avec bon, beaucoup de lectures, beaucoup de choses qui pouvaient finalement, parce que je me fuyais aussi, je me fuyais totalement. Donc j'arrivais à combler ça par de la lecture ou tout simplement par la boulimie. Ouais. Voilà. Parce que la boulimie, les troubles du comportement alimentaire, ça a été un mécanisme de survie. Aujourd'hui, je l'ai compris. C'est grâce à la boulimie et à l'anorexie, mais surtout à la boulimie, que j'ai pu vivre finalement. Parce qu'aussi, la boulimie a été le seul lien que j'ai eu avec mon corps. Ouais. Donc oui, ma place, elle a été difficile à prendre. Difficile à prendre, ouais. Et je voudrais revenir sur quelque chose que tu as commencé à aborder, mais on en parlait avant l'interview où tu me disais, tu sais que on se retrouve dans un système complètement inversé, où l'insécurité devient sécurité, où on te fait croire ça, et où tu parlais aussi de la stratégie du doute. Est-ce que tu veux bien nous en parler un peu plus? Oui, alors le système inversé, je l'ai vécu et je l'ai tellement vécu que maintenant ça m'aide beaucoup à le repérer pendant les séances, notamment et chez les gens. Bah, de par l'inceste c'est de l'insécurité totale, quoi. Enfin, voilà. Donc quelque part, c'est comme si le prédateur qui m'a incestué me faisait croire que l'insécurité était en fait la sécurité. L'insécurité dans laquelle je baignais dans ma famille, euh, on me faisait croire que c'était de la sécurité. De la même manière que être aimé, c'est être abusé, c'est un système totalement inversé. Euh, Et que la soumission, c'est sécurité aussi. et que la soumission et que l'emprise, c'est de la sécurité. Donc quelque part, je n'existais que à travers l'insécurité, l'abus, la soumission, l'emprise. Et puis si je tire le trait un peu plus loin, vivre chez moi égale survivre. Donc la survie, c'est la vie. Et de la même manière que le mensonge, c'est la vérité. Ou que le doute, c'est la normalité. Donc finalement, j'ai vécu et j'ai été élevée dans un système où en fait, les paramètres étaient inversés. Et ça a été un long cheminement pour détricoter ça et comprendre la vraie définition de la sécurité, la vraie définition de l'amour, la vraie définition de la vie, de la vérité, etc. Et tu parlais aussi la stratégie du doute. Bah, oui, quand un prédateur, notamment dans ta famille, te prend comme proie sexuelle, bah, déjà, tu vis dans un mensonge euh, et étant petite, tu sais bien en toi-même, même quand tu es abusée à 1 an, 2 ans, 3 ans, tu sais qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal. Et je pense que les premières réactions de l'enfant, c'est de dire non, mais le non n'est pas respecté et est intrusé. Euh, et en fait, le prédateur a comme stratégie de te faire douter que ce que tu vis dans l'inceste est anormal. En fait, on t'explique que c'est ça l'amour. Et puis aussi, on te fait, on t'oblige à ne pas en parler. Donc en fait, le fait de ne pas en parler, de vivre avec ce mensonge, il y a un moment où aussi où tu te dis, bah, est-ce que ma vérité, on te fait douter de toi-même, on te fait douter de ta vérité. Voilà. Et puis moi, le doute, je l'ai vécu après parce que quand j'ai commencé à comprendre que bah, j'avais vécu l'inceste dans ma famille, j'ai voulu en parler. Ouais.
Ce qui est courageux. Ce qui est courageux. Quand j'en ai parlé, la personne à qui j'en ai parlé, on a parlé à la personne qui m'a abusée. Et bien entendu, cette personne a tout de suite remis en place sa stratégie, le mécanisme du doute, qui avait déjà été mis comme empreinte sur moi toute petite. Et du coup, c'est tout de suite me faire dire, mais non, c'est toi la menteuse. C'est toi qui inventes. C'est toi qui es dans le mensonge. Et j'ai mis des années à m'en sortir, des années. Ouais, mais pour je veux dire le bourreau, pour l'agresseur, admettre que ce qu'il a fait est vrai, ce serait aussi pour lui remettre en question, toute sa vie et toute sa famille et tout, enfin, les enjeux sont tellement, énormes que c'est impossible non plus pour lui de dire, la vérité, j'imagine. Oui, et ça aussi, quelque part, pendant longtemps, j'ai fantasmé que ce qui m'est arrivé soit reconnu dans ma famille. Et je dis bien fantasmé, parce que je pensais que c'était possible. Et puis il y a un moment où j'ai compris qu'en fait, effectivement, comme tu le dis, les enjeux et dire cette vérité qui est si monstrueuse, c'est pas possible. Et puis derrière ça, c'est aussi, si la vérité éclate, c'est le chaos dans la famille. C'est disloquer une famille qui finalement s'est construite sur ce mensonge. Euh, et- donc j'ai compris que c'était pas possible. Euh, et finalement, là aussi, le cheminement de mon cheminement a été très intéressant parce que finalement, j'ai compris que je voulais être reconnue par ma famille et par l'extérieur. Mais il y a un moment, je me suis dit, ok, en fait, arrête de vouloir être reconnue par l'extérieur. Tout ce que tu as vécu à travers ton corps, à travers les maladies, à travers tous ces blocages et cette impuissance que tu as vécue, je me suis dit, en fait, pourquoi tu ne comprends pas que finalement tu l'as vécu et que la seule personne qui est apte à te reconnaître, c'est toi-même, en fait. Et à partir du moment où je me suis reconnue moi-même, où j'ai reconnu la vérité de ce qui s'était passé et où j'ai pu sortir du doute, bah ça a été une bouffée d'oxygène pour moi, en fait. Et quelque part, ça a été aussi un cadeau parce que je suis sortie d'un mécanisme de chercher la reconnaissance à l'extérieur à me l'apporter moi-même, être ma propre source de reconnaissance. Ouais. Est-ce que c'est passé aussi par un processus de reconnaître que tu as été victime dans cette histoire? Oui, oui. Et c'est pour ça que ça a été un processus. Euh, mais oui, c'est au moment où j'ai compris que la vérité de ma vie et la vérité de mon enfance, c'était l'inceste, en fait, et que j'avais été élevée dans le mensonge, et donc, on me l'a dit, dans un système inversé. En fait, j'ai compris où était ma vérité, j'ai pu repartir à la reconquérir mon identité. Oui, parce que justement, je voulais en parler de ça aussi, de l'identité. Parce que aussi, quand tu vis des gros traumas dans l'enfance, hem, ce que je remarque souvent, c'est que on devient son histoire, on devient son trauma et en fait, toute notre personnalité est basée sur ce trauma, alors que, c'est un trauma, c'est un choc qui a eu lieu et en fait, ça ne définit pas qui tu es et que souvent, c'est très difficile de différencier les 2. Oui, Et du coup, à partir du moment où tu reconnais que c'est un trauma et que ce n'est pas toi, à partir du moment où tu reprends en main ta propre valeur, eh bah, j'imagine que du coup, ça t'oblige à changer d'identité et ça t'oblige à devenir quelqu'un d'autre. oui. Bah, ça a été, en fait, j'appelle ça mes retrouvailles avec moi-même. Ça a été les retrouvailles avec qui je suis vraiment, avec mon identité propre et ma vérité propre. L'inceste, c'est quand même être nié, hein. Quand on est abusé, quand on est violé, quand on est incestué, c'est être nié. Ouais. C'est déjà ne pas être respecté dans ses limites. C'est aussi souvent être mis en doute
par le bourreau, qui en plus adopte souvent une position de victime, en disant mais c'est de sa faute, c'est elle qui l'a cherché. Moi je l'ai vécu dans ma famille. La personne qui m'a abusée m'a dit un jour, ah mais c'est pas de ma faute si tu fantasmes sur moi. Ah oui, ça a été, Oh, c'est dur ça, ça a c'est été dur. très très dur. Ah, ça a été très dur. Et enfin voilà, et même ça m'a fait replonger à l'époque dans le doute. Donc, oui, on est nié dans tout, dans son identité, dans ses limites, dans sa vérité, dans sa valeur de soi, dans l'estime, enfin voilà. Et du coup, bah, j'ai dû reconquérir petit à petit qui j'étais vraiment. Euh, Aujourd'hui, quand je me retourne sur le chemin que j'ai fait, j'ai eu des périodes de retrouvailles avec moi-même, de découverte de moi-même. Et ça a été des moments absolument géniaux parce que je me suis dit, mais en fait, waouh, tu es ça. Tu es capable de ça. Tu es bien plus que ce qu'on t'a fait croire petite. Finalement, ta vérité, c'est ça. Voilà, donc j'ai découvert une nouvelle Lisa, une nouvelle version de moi-même qui est la vraie version de moi-même, quoi. Ouais. Et j'ai demandé ton accord avant qu'on enregistre ce podcast, mais je me souviendrai toujours d'une séance qu'on a fait toi et moi, hem, qui était, heu, qui était tellement belle. Enfin, je pense que je m'en souviendrai toujours, mais ce côté aussi de comprendre à un moment donné que c'est pas parce que tes parents ou ta famille ou les gens qui sont autour de toi, qui t'ont élevé, qui sont ta famille, sont des monstres, que toi tu en es un aussi. Et que, en fait, très souvent, on vient s'incarner dans une famille pour venir briser des cercles, changer des choses, et que il faut que ce soit quelqu'un qui soit lumineux, qui vienne s'incarner. Alors, je vais faire ça très noir et blanc, mais qu'il faut que ce soit une lumière qui vienne dans un arbre généalogique rempli d'ombre pour venir ramener la lumière. Donc, c'est pas parce que tes parents sont, euh, ouais, sont dark, j'ai envie de dire, mais sont des monstres, que toi aussi tu en es un. Et je me souviens qu'on avait fait ce shift avec toi, que du chaos peut naître la lumière, que de monstres peuvent créer aussi un être qui est beau, et etc. Et je pense que ça, c'est très important aussi de le comprendre à un moment donné, que les actions des autres ne sont pas qui tu es, et ne définissent pas qui tu es. Oui, ça, c'était fondateur aussi pour moi, parce que moi, j'avais toujours la croyance que venant du dark, j'étais dark. Et puis, ayant été dark moi-même, les dépressions, ayant été presque une mort vivante, je pensais vraiment que j'étais dark. Et en fait, non. Comme tu dis, de l'obscurité naît la lumière aussi, hein. Donc, il y a vraiment ça. Et je me souviens aussi de cette séance où j'étais arrivée dans la séance où, quelque part, j'avais aussi compris que le trauma de l'inceste avait complètement fractalisé mon âme, comme un énorme Big Bang. Ouais. Mon âme avait été mise en morceaux. Euh, et l'inceste, c'est un peu ça, hein, ça réduit en miettes. Voilà, et pareil, hein, du Big Bang peut naître quelque chose de complètement unifié, complètement centré, complètement complet et aligné. Et ça aussi, ça a été un véritable enseignement parce que pendant longtemps, j'ai vécu avec la croyance que parce que je n'avais pas eu, parce que j'avais pas grandi dans le terreau fertile de l'amour et de la sécurité, ne l'ayant pas eu à mes fondations, je ne l'aurais pas après. Et en fait, c'est faux. C'est faux. On peut reconquérir la sécurité, l'amour dans d'autres terreaux fertiles que sont les amitiés, qu'est le couple, que sont même d'autres familles d'âmes. Et ça aide
à recoller les morceaux de soi-même, à les unifier et à revivre dans l'amour et la sécurité de soi-même. Ouais, ouais. C'est Tu vois, ça me fait penser aussi à pour le coup la mythologie grecque, mais l'histoire de Perséphone qui est enlevé par Hadès, le dieu, du royaume des morts et qui doit passer, il me semble que c'est 3 saisons par an dans le royaume des morts et qui a le droit de retourner, dans «la vie» entre guillemets, sur la terre qu'une saison par an avec sa mère et hem on en il y a une femme qui a écrit les archétypes des déesses grecques et qui en parle justement que les personnes qui portent cette énergie, de cet archétype de Perséphone sont des femmes qui souvent vont vivre des abus, dans, l'enfance et qui donc doivent apprendre à, c'est comme si elles sont tellement habituées à vivre dans l'obscurité et dans le monde d'en bas qu'elles doivent aussi apprendre à retrouver leur lumière, qu'elles ont une lumière et justement qu'en fait quand elles en sortent de ce trou noir, elles peuvent briller quoi. Ouais. Oui. Alors, j'avoue que moi, les profondeurs de l'obscurité, je connais bien. Hadès, je pourrais dire que c'est mon père symbolique, n'est-ce pas? Mais oui, moi, tout l'enjeu, ça a été de pouvoir reconquérir la lumière, éveiller la lumière euh, et, et, et- et pouvoir ne pas vivre que dans le sombre, que dans les profondeurs. Euh, et ça aussi, en fait, c'est possible, en fait. C'est possible. Aujourd'hui, je vois bien que enfin, il y a quelque chose aussi, moi, j'ai vécu beaucoup avec la colère. Et même au-delà de la colère, la rage. C'était de la rage, c'était de la haine. Euh, et en plus, étant coupée de mes émotions, de mon corps, de mes ressentis, et ne voulant pas vous montrer mes faiblesses et mes vulnérabilités, j'avais énormément de mal à évacuer mes émotions. À partir du moment où j'ai accepté de voir que déjà tout ce que j'avais vécu était une force, une expérience certes difficile, mais que je pourrais mettre à contribution de moi-même et des autres. À partir du moment où j'ai compris aussi donc que ma vulnérabilité était une force et que ces profondeurs pouvaient être une force, j'ai commencé à pouvoir me connecter à mes émotions et je me suis autorisée à pleurer. Et j'ai pu vider tout le sombre, toute la colère, toute la rage, toute la haine, le ressentiment que j'avais en moi, tout ce sentiment aussi qu'on m'avait volé ma vie, parce que ça, je l'ai traîné pendant très longtemps. Forcément. Voilà. Et j'ai pu le remplacer par de la lumière, par de la joie, par de la gratitude et même par de la légèreté. Ah, Et la légèreté, c'est quelque chose que je ne connaissais pas. Donc, oui, maintenant, aujourd'hui, j'apprends la lumière. et être à l'aise dedans. Et être à l'aise dedans. J'ai été très longtemps beaucoup plus à l'aise dans la lumière de la lune, donc la lumière du sombre. Et aujourd'hui, le côté solaire, comme voilà, c'est aussi un apprentissage, mais qui est ok pour moi. Ah génial. Ma chère Lisa, est-ce que c'est OK pour toi de partager avec nous quels ont été les outils qui, toi, t'ont aidé sur ton chemin de la guérison, sur ton chemin de récupérer ton identité? Parce que on est bien d'accord, il existe 10 000 outils qu'on peut utiliser et chacun a son parcours et les outils qui fonctionnent pour toi fonctionneront pas forcément pour les autres. Mais je pense que c'est important de partager aussi qu'est-ce qui a fonctionné pour toi. Oui, complètement. Oui. euh, alors, ce qui n'a pas fonctionné pour moi peut effectivement fonctionner sur d'autres personnes. Euh, J'ai parlé tout à l'heure que donc j'ai eu une maladie auto-immune qui m'a obligée, on va dire, à m'arrêter et à m'écouter, à me reconsidérer. À partir de là, bah, c'est là que tout mon cheminement a commencé. Donc,
Moi, j'ai commencé mon parcours par mon cheminement, en tout cas pour sortir de l'inceste et aller mieux, par le chemin classique, les psychiatres. J'ai très très vite tourné en rond et je suis très vite arrivée à un plafond de verre. J'ai Pour essayé. ceux, excuse-moi, mais pour ceux qui connaissent pas ce que c'est qu'un plafond de verre, Ouais, t'as raison. est-ce que tu veux bien qu'on explique un instant? Oui, je t'en prie. Le plafond de verre, c'est en fait, c'est comme si, enfin, c'est un endroit en fait où je n'arrive, c'est un plafond, donc un endroit que je n'arrivais pas à dépasser. Et en même temps, c'est en verre, je voyais ce qu'il y avait au-dessus, mais je n'arrivais pas à le dépasser, à le briser, ce plafond. Et c'est terrible parce qu'on sait on sait qu'on peut, qu'il y a des choses au-dessus qui nous permettraient d'aller mieux, mais non. Moi, je plafonnais en fait. Ouais. Peut-être que tu veux l'expliquer d'une autre manière, Nina. Non, je trouve que tu l'as très très bien expliqué. Ok, très bien. Donc, j'ai consulté énormément de psychiatres aussi, parce que j'ai pris pas mal d'antidépresseurs en sortant de l'hôpital, hein. Voilà, donc j'ai fait le circuit classique. Puis très vite, donc ce circuit classique, j'ai vu que ça allait pas, que je tournais en rond, enfin voilà. Euh, Après, j'ai tenté l'hypnose, pareil, ça ne marchait pas. L'hypnose classique ne marchait pas sur moi. J'ai compris après pourquoi, parce que étant tellement coupée de mon corps et de mes ressentis, moi, mon mode de survie, c'est le mental. Oui. Je fonctionne au mental. Et encore une fois, merci mon mental, parce que ça a été une survie extraordinaire. Euh, donc en fait, mon mental me mettait des barrières énormes. Et il voulait pas que je sorte de ma zone de confort, aussi inconfortable était-elle. Bah, il y a une raison, hein, en général, pour laquelle on ne se souvient pas, et en général, l'amnésie vient du fait que ton mental essaye de te protéger de ce que tu pourrais voir, découvrir, du mal que ça pourrait te faire. Donc, c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Et puis, un jour, j'ai fait une rencontre qui a été une vraie bénédiction. J'ai rencontré Muriel Cohen, qui qui est toujours ma coach énergéticienne, qui depuis est devenue ma mentor. Et je me souviendrai toujours ma première séance avec elle. Euh, c'est en allant dans mon corps avec elle que j'ai compris que finalement, oui, j'avais vécu quelque chose d'assez pas ordinaire dans mon enfance, qui était l'inceste. En une séance en énergétique, alors que ça faisait 10 ans que je consultais psychologue, coach, hypnose, j'ai même fait de la kinésio, enfin j'ai fait plein de choses, mais j'étais trop bloquée. Donc en fait, j'ai compris que l'énergétique, la puissance de l'énergétique, la puissance de la libération émotionnelle au travers de l'énergétique, voilà. Et j'ai compris que finalement, c'était ça qui me convenait à moi. Peut-être que ça ne conviendra pas à d'autres personnes, mais moi, en tout cas, ça a été la libération. Ok. Et elle pratique quoi, Muriel Cohen? Elle pratique en Israël. C'est une Française qui pratique en Israël. Voilà. Ok. Et c'est vraiment, quand tu dis de l'énergétique, c'est de l'imposition des mains au-dessus de ton corps ou c'est passe par le toucher? Ni l'un ni l'autre. C'est une personne qui s'est formée aussi au Theta Healing. Donc c'est des séances comme on peut faire en Theta Healing, où vraiment c'est du cheminement par une série de questions-réponses et de la libération émotionnelle énergétique. Wow. Voilà. Et c'est aussi quelque chose qui me va bien, parce que je suis quelqu'un qui est très mental, qui a besoin de comprendre.
Donc, moi, tout ce qui est magnétisme, kinésio, si on ne me met pas du sens derrière ce que l'on m'enlève, si on ne m'explique pas ce qu'il y a derrière ce qu'on m'enlève, si on ne m'explique pas mon fonctionnement, bah, en fait, ça marche pas sur moi. OK. Ouais, je comprends. Oui, mais de toute façon, de manière générale, le comprendre, le pourquoi, on est dans ces schémas-là et aide tellement. C'est déjà une guérison en soi, en fait. Oui, c'est déjà une guérison en soi, et moi je vois bien dans ces séances, à partir du moment où déjà j'ai conscientisé, 70% de la guérison a été faite. Donc, cette première séance avec Muriel, quand déjà j'ai mis le doigt sur l'inceste, certes, ça a été monstrueux pour moi de comprendre ce qui m'était arrivé. Et en plus, j'ai compris qui dans ma famille m'avait fait subir l'inceste. Mais au-delà de ça, ça a été un soulagement parce que je me suis dit, enfin, je peux mettre du sens derrière tous ces morceaux de moi qui, en fait, sont éparpillés et j'arrivais pas à mettre du lien, en fait. Est-ce que c'est aussi à ce moment-là où tu as récupéré, une vague idée de quand ça a commencé? Ou est-ce que c'est autre chose qui t'a permis de dater, de mettre, un âge dessus? En fait, ça s'est affiné avec le temps. Je savais, au début, je pensais que c'était arrivé entre 5 et 8 ans. Et puis, comme déjà je suis praticienne, moi-même je pratique l'énergétique, et en plus je médite beaucoup, c'est à travers mes méditations que j'ai pu avoir petit à petit affiné, et en fait, au fur et à mesure, l'âge est descendu. Et c'est là que j'ai compris qu'en fait, j'ai vécu ça très 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 tôt. Mais c'est vraiment ce qu'on disait tout à l'heure. Les séances m'aident, mais je vais enquêter aussi par moi-même. Oui. Voilà. Euh, et pendant longtemps, en plus, dans cette enquête, j'ai été bloquée parce que pendant longtemps, j'attendais des souvenirs du mental. Je comprends. Et j'étais bloquée autour de ça. Euh, alors qu'en fait, j'ai mis du temps à comprendre que si mon mental ne me donnait pas de souvenirs, déjà c'était parce que ça m'était arrivé si tôt que mon cerveau n'était pas encore construit, je pense. Que mon élaboration cérébrale n'était pas donc terminée, que aussi ma mémoire traumatique avait bien fait les choses en cachant tout ça dans mon inconscient, certainement parce que c'était trop dur à voir ce qui s'était passé. Euh, voilà. Et puis j'ai fini par comprendre qu'en fait, tout ce que me disait mon corps, c'était de la mémoire, c'était une mémoire cellulaire en fait. C'était pas la mémoire mentale, c'était la mémoire cellulaire. Et ça, c'est très important, je trouve, de le comprendre, parce que je demandais des souvenirs, mais les souvenirs, je les ai par la boulimie, par l'anorexie, par les dépressions, par plein de choses. Donc, c'est vraiment mon corps me parle en fait. Et Ouais, c'est tout à pas fait. des souvenirs du corps. Ouais, comme tu dis, très important de préciser ça parce que je pense que beaucoup de gens essayent de se souvenir par le mental et en fait, on n'y arrive pas de cette manière. On n'y Non, arrive pas. non. Et puis, moi, j'en ai eu des souvenirs. Je suis allée les chercher en méditation. J'ai pu aussi avoir la vérité. On parlait de comment guérir. J'ai fait une cérémonie aux champignons. Ouais, Et avant cette cérémonie, j'ai mis comme intention d'avoir des images, de savoir ce qui s'était passé vraiment. Alors, j'ai eu quelques images. Clairement, pendant cette cérémonie, j'ai eu clairement le message que j'avais été élevée dans le mensonge et que la vérité de l'inceste était la vérité. Donc, il n'y avait plus de doute possible à avoir. Euh, mais les quelques images que j'ai eues, ça a été insoutenable en fait. Insoutenable. Donc, c'est à ce moment-là où j'ai compris que finalement, mon, mon corps et mes 3 niveaux de conscience avaient très très bien fait les choses. ouais, Parce que même l'adulte que je suis aujourd'hui, qui est une adulte quand même qui est
construite, recevoir ces images-là, c'était très dur. Il m'a fallu quelques jours pour les digérer. Ouais, Donc voilà, vraiment, enfin, le message du corps, ils sont aussi importants que les messages du mental. on est d'accord. Et du coup, je voulais te demander, est-ce que c'est surtout le Theta Healing et les champignons, du coup, qui t'ont aidé ou est-ce qu'il y a encore d'autres choses qui t'ont aidé? Beaucoup de detailing, beaucoup champignons et beaucoup ma pratique de la méditation. OK. Moi, je médite tous les matins et c'est là où j'arrive à vraiment aller dans les profondeurs de moi-même. Et là, je ne vais pas dire les profondeurs obscures, mais les profondeurs de la vérité de moi-même. OK. Voilà, j'ai lu aussi quelques livres sur l'inceste, les abus qui m'ont aidé aussi. Donc ça, je les donnerai aussi dans la bibliographie. Ouais, je les mettrai en note, ouais. Voilà, comme ressource pour d'autres personnes. Mais ça va être des livres aussi simples que, par exemple, La famille sacrée de la fille de Kouchner qui a écrit ça. Enfin, voilà, hein, c'est pas non plus des livres sur des mécaniques de l'abus de l'inceste. Mais enfin, c'est juste des romans sur l'inceste. Et ça m'a aidé à comprendre aussi beaucoup de choses. Voilà, une dernière chose qui m'a aidé aussi beaucoup, c'est l'ouverture que la société vit sur les abus, les incestes. Le fait que les langues se délient. Intéressant, OK. Ouais. Le fait qu'on puisse enfin en parler. Et tout le retentissement derrière, moi, ça m'a permis aussi de libérer ma parole. OK, génial. J'aurais pas forcément pensé à ça, donc ouais, merci de le préciser. Mais Effectivement. oui, parce que comme c'est un sujet qui maintenant est moins tabou, collectivement, Mmh. ben, c'est vrai que moi, on va dire que ça m'a un peu détendue. Et je me suis autorisée à pouvoir en parler déjà à mon cercle proche, et puis aujourd'hui avec toi, par exemple, aussi. Ouais, merci beaucoup d'ailleurs pour ça, parce que tu contribues justement à ce que ce soit encore moins tabou et je pense que c'est important. Hmm. Ouais. Alors, je vais poser une question qui peut être sensible pour certains, mais bien évidemment, je souhaite à personne jamais de vivre l'inceste, mais de vivre l'inceste pour toi, qu'est-ce que ça t'a obligé à faire? Qu'est-ce que ça t'a permis d'atteindre? Parce que tu serais pas qui tu es aujourd'hui si tu n'avais pas vécu ça. Oui, clairement. Oui. Donc si quelque part il y avait une bonne chose qui était ressortie de ça, qu'est-ce que ce serait? Alors j'en ai plusieurs. Euh, voilà, déjà, la première bonne chose qui est ressortie de tout ça, c'est par cette expérience, je peux aider les hommes et les femmes qui ont été abusés à parcourir leur propre chemin. Ouais, tout à fait. Euh, Ça m'a aidé, je pense, à être peut-être une bonne thérapeute de l'abus et de l'inceste. Je ne sais pas si je peux dire comme ça, mais voilà. Il y a ça. Je dirais aussi que derrière tout ça, le cadeau, ça a été de me reconnaître moi-même. Ça a été un vrai cadeau aussi. D'être dans la reconnaissance de moi-même. Euh, et puis aussi, il y a quelque chose que j'ai mis en place avec moi et avec mon enfant intérieur, c'est redevenir mon bon parent, ma bonne mère et ma bonne mère. Euh, En fait, le cadeau derrière tout ça, c'est que je suis redevenue ma propre source d'amour, ma propre source de sécurité. Voilà, comme un bon parent peut le faire avec ses enfants.
Donc le cadeau derrière tout ça, et encore une fois, hein, on n'est pas en train de dire qu'il faut vivre l'abus ou avoir été incestué pour avoir tous ces cadeaux, hein. On est bien d'accord. On est bien d'accord, je le reprécise. Mais en tout cas, moi, dans mon cheminement, le cadeau, c'est très souvent, moi, ce que je vois, et c'est très commun à la majorité d'entre nous, c'est on part de l'extérieur pour revenir à soi. Moi, tout ça, ça m'a remis dans mon intériorité. Donc, dans ma reconnaissance de moi-même, dans le fait d'être ma propre source d'amour, de sécurité, de joie, etc. Donc, ça m'a remis vraiment dans mon intériorité. Et Et donc, je pense ça a été une retrouvaille à tout niveau. et je pense aussi, tu me corriges si c'est faux, hein, mais je pense aussi que ça t'a obligée à évoluer. Oui, Parce qu'à partir du moment où tu étais à l'hôpital, tu pouvais plus continuer comme ça. C'était obligé pour toi de devoir changer les choses. oui, oui. Et ça aussi, je voudrais vraiment le dire, c'est que la porte de la guérison après un abus, un viol ou un inceste, c'est possible. On Ouais. peut, on peut aller vers cette porte et la traverser, voilà. Donc oui, derrière tout ça, moi, ça a été un éveil spirituel, un cheminement vers moi-même. Alors, certes, il a pris du temps, parce que ça aussi, il faut le comprendre, hein, l'abus, l'inceste, c'est pas quelque chose d'anodin, c'est pas un trauma anodin, donc ça demande du temps. Mais une fois qu'on l'a accepté, c'est ok. Et je dirais que même le cadeau ultime derrière tout ça, c'est le pardon, pour moi. Ok, alors là, on va aborder un sujet qui peut être sensible pour certains, parce que est-ce que c'est possible de pardonner l'impensable? Est-ce qu'on a le droit de pardonner? Alors, moi, j'ai envie de dire un immense oui. Je sais que certaines personnes à qui j'ai parlé de mon enfance et quand j'ai dit que j'avais pardonné à mon bourreau quelque part et à ma famille, ces personnes-là n'ont pas compris et m'ont dit mais comment peux-tu pardonner l'impardonnable? En fait, pourquoi je suis arrivée au pardon et pour moi c'est très important aussi comme message, ça, ce que je voudrais dire, c'est il y a eu un moment où j'ai coupé les ponts avec ma famille. Et j'avais pas d'autre choix pour me reconstruire que de couper les ponts. Avec toute ta famille, personne, enfin, peu Avec importe qui c'était. toute Ouais. ma famille. Voilà. Je ne dis pas aux personnes de couper les ponts, mais moi, dans mon cheminement et mon histoire, ça a été nécessaire et vital pour moi de le faire. Sauf qu'il y a un moment, j'ai compris très bien que couper les ponts avec ma famille, c'était couper les ponts avec une partie de moi-même, c'est-à-dire ce qui coulait dans mon sang. Ma famille, c'est une partie de moi, elle coule dans mon sang, c'est ma génétique, c'est une partie de mon ADN. Donc couper avec ma famille, c'est se couper d'une partie de moi-même. Et énergétiquement, c'est se couper aussi énergétiquement d'une partie de soi finalement. Et te couper de tes racines. Et voilà. Quand j'ai compris ça, quand j'ai eu ce message-là, c'est là que j'ai compris qu'il fallait que je chemine vers le pardon. Mais le pardon non seulement envers ma famille, mais envers moi-même. Et Important. ouais, ça a été très important parce que combien de fois je m'en suis voulu de ne pas avoir ouvert les yeux sur ma famille. Combien de fois je m'en suis voulu d'avoir dit oui alors que à l'intérieur de moi, mon corps et moi, je clamais non. Euh, Combien de fois j'ai eu honte et j'ai culpabilisé dans plein de choses euh, par rapport à tout ce que j'ai vécu. Et me pardonner, ça a été salvateur. Et puis, pardonner à ma famille aussi. Et en fait, j'ai compris que c'était un acte d'amour ultime envers moi-même. Et j'ai compris aussi que pardonner, c'était pas oublier ce qui s'était passé. Ouais. C'est juste l'archiver dans son passé, le laisser au passé
Et en le laissant au passé, c'est aussi laisser toute la colère, tout ce qui est accroché à cette situation que j'ai vécue dans le passé et qui n'est plus présente dans le présent. Donc c'est lâcher les rancunes, les regrets, la colère, la rage, les ressentiments, enfin euh, tout ça pour pouvoir avancer en fait. Et donc, ça a été salvateur. Et puis aussi, comme je le disais tout à l'heure, le pardon, c'est un acte ultime d'amour envers soi-même. Parce que c'est s'aimer assez pour pouvoir laisser au passé ce qui nous a empêchés d'être et s'aimer assez pour pouvoir continuer à vivre, à être et à s'aimer en fait. Ouais, et je pense aussi que c'est important de dire aussi que, pardonner quelque chose comme ça, c'est pas quelque chose qui arrive tout de suite. C'est pas, quand tu es sur le chemin de la guérison, de l'abus, peu importe lequel il est, pardonner, c'est la dernière étape, c'est pas la 1re, c'est pas celle du milieu. Et moi, je dis toujours, aux personnes qui viennent me voir qu'on commence par pardonner des petites choses et que c'est un peu comme un muscle qu'on doit entraîner et qu'on finit par pardonner les plus gros trucs de notre vie après avoir, vraiment, appris à pardonner les petites choses d'abord, quoi. On s'attaque pas à la montagne, tout de suite, quoi. Ah oui, le pardon, c'est, j'ai envie de dire, c'est guérir de l'inceste, c'est un vrai cheminement. Le pardon, pour moi, c'est aussi un cheminement. Si Ouais. on m'avait demandé il y a quelques années de pardonner à ma famille, mais j'aurais explosé en vol en fait. Ouais. Aujourd'hui, avec la maturité, avec toute la reconstruction, mon cheminement et la distance que j'ai pris par rapport à ce trauma, mais oui, je suis capable d'aller vers le pardon. Et par curiosité, est-ce que arriver à ce pardon, c'est quelque chose que tu as réussi à faire seule dans tes méditations ou c'est, quelque chose que tu as fait à un moment où tu étais accompagnée? Alors, j'ai été accompagnée. Muriel m'a beaucoup aidée. Voilà. Et puis, il y a deux choses dans mes ressources et mes outils pour aller vers le pardon qui m'ont été très bénéfiques. La première, c'est faire le Ho'oponopono et que je fais encore tous les matins envers ma famille, en leur demandant pardon, en leur pardonnant, en les remerciant et en leur disant que je les aime. Voilà. Donc ça, c'est vraiment un outil formidable, mais incroyable. Donc ça, c'est un des premiers outils que j'ai mis en place dans mes méditations, dans ma routine du matin. Et le deuxième outil, c'est tous les matins, je vais voir mon enfant intérieur et je vais lui dire qu'elle est merveilleuse et je vais lui apporter la sécurité, l'amour, euh, comme un bon parent que je suis pour elle. Ah, magnifique. Ouais, voilà. Et ces deux outils-là, c'est des outils que j'injecte beaucoup dans mes séances parce que je les ai testés et en fait, ils sont incroyables. Mais après, c'est comme tout. Moi, c'est dans la régularité qui m'ont aidé aussi. Ouais. Pour les personnes qui nous écoutent et qui ne savent pas ce que c'est que le Ho'oponopono, bah, Oui. je vais faire Merci Nina. juste une brève introduction. Le Ho'oponopono, c'est une prière qui nous vient de Hawaï. C'est pour ça que le nom est un peu étrange. Mais les Hawaïens ont mis ça en place. C'était quelque chose que la manière dont eux réglaient les problèmes familiales, c'est qu'ils faisaient venir toute la famille, chacun vidait son sac sur ce qu'il avait besoin de dire. Et je pense que c'est à ce moment-là qu'on terminait par la prière Ho'oponopono. Est-ce que c'est bien ça? Je me trompe pas, hein, Lisa? Oui, oui, je crois que c'est ça aussi. Ouais. Ouais, ouais, Et tout à donc, fait. est-ce que tu veux bien nous dire comment fonctionne la prière Ho'oponopono? Alors moi, ma prière alors moi, c'est très simple. Je vais dire comment je fais moi-même, mais c'est vraiment, je demande pardon. Oui. Donc, par exemple, à l'époque où j'ai coupé les ponts avec ma famille,
tous les jours, je leur demandais pardon d'avoir été si brutale, si violente dans le fait d'avoir coupé les ponts avec ma famille. Donc je demande pardon. Ensuite, je pardonne à ma famille pour ce qu'ils m'ont fait vivre. Enfin, voilà. Après, je les remercie parce que quelque part, ça va peut-être choquer certaines personnes, mais quelque part, ma famille ont été des acteurs. Ils ont tenu leur rôle parfaitement. Et donc, alors je les remercie pas de l'inceste et de l'abus, hein. Attention, hein. Mais aussi, je les remercie de m'avoir mis au monde, Ouais. d'avoir donné la vie, euh, certes d'avoir tenu leur rôle à la perfection en tant que bourreau, enfin voilà. Mais peut-être que s'ils n'avaient pas été des acteurs aussi incroyables, peut-être que je n'en serais pas là aujourd'hui et que je n'aurais pas fait tout ce cheminement pour revenir à moi-même aujourd'hui. Voilà. Et après, je leur dis je t'aime. Donc le Ho'oponopono, si on le réduit à 4 choses, c'est très simple, c'est je, je te demande pardon pour, je te pardonne pour, merci pour et je t'aime. Et j'ai envie de dire peut-être la chose la plus importante, c'est le je t'aime. Ouais. C'est pas toujours facile de dire je t'aime à son bourreau. Mais à partir aussi du moment où j'ai compris que ma famille ne faisait que reproduire un schéma que eux-mêmes avaient vécu, Ouais. et qu'en fait dans tout bourreau il y a quand même une petite flamme qui, qui ne peut pas être éteinte, et ben moi je vais parler à cette petite flamme et je lui donne beaucoup d'amour. Voilà. Et ce que je trouve très beau dans ce que tu viens de dire, c'est que, tu vois, je vois beaucoup de gens qui sont blessés par leur famille ou même ça peut être autre chose. Tu vois, ça peut être leur maître ou leur mentor, leur famille, peu importe et qui en fait, sont tellement blessés qu'ils renient cette partie-là d'eux. Alors que je pense qu'en disant: «Je t'aime», il y a un côté où justement tu ne renies pas, tes ancêtres, tu ne renies pas de là où tu viens, tu ne renies pas, ce qui t'a permis d'être qui tu es aujourd'hui et je pense que ça c'est important à préciser parce que je pense qu'en disant: «Je t'aime» aussi, c'est dire, «Je t'aime à mon passé et mes blessures qui font que je suis qui je suis aujourd'hui». Ouais, complètement. Complètement. Oui, il y a toutes ces versions de moi-même qui, oui, complètement. Mais je trouve que vraiment, moi, un des grands enseignements, ça a été, moi, je me suis sentie niée par ma famille, niée dans tout. Je n'ai absolument pas envie de les renier. Ouais. Voilà. Et Ce qui serait perpétuer le cycle, en fait. exactement, exactement. Euh, voilà. Et je leur souhaite que du bon. Je leur souhaite, si c'est pas dans cette vie-là, ça sera dans une prochaine vie. Mais vraiment ça, quoi. Ouais et puis en montrant aussi à ta famille que toi, tu ne te nies pas et que tu ne les renies pas, bah, tu montres un autre exemple, tu leur montres qu'un autre chemin est possible. Moi, je dis toujours que c'est comme si tes ancêtres, ils avaient toujours marché sur le même chemin et quand tu es la personne qui vient briser le cycle, quand tu es le mouton noir de la famille, tu viens en fait créer un nouveau chemin pour eux et ils le prendront peut-être jamais, mais tu es en train de leur montrer qu'un autre chemin existe et rien que ça, c'est déjà énorme, en fait. Ouais, mais complètement. Complètement. Moi, j'ai écrit à ma famille avec vraiment, c'est à peu près les mots que tu as eus, c'est en leur disant ma porte, elle sera toujours ouverte. Si vous voulez traverser cette porte et aller sur le chemin derrière cette porte, vous êtes les bienvenus. Mmh. Mais après, c'est votre décision. Ouais. Mais je tiens encore à dire que ça m'a pris du temps. Et qu'il faut se laisser du temps dans ce chemin-là.
Faut surtout pas aller trop vite, ni se forcer. Moi, je l'ai vu dans le Ho'oponopono. Au début, quand je le faisais, je n'arrivais même pas à dire je t'aime. Après, c'est Normal, normal. normal. Et le merci, il me brûlait les lèvres, quoi. Et petit à petit, ça s'est installé, voilà. Et aujourd'hui, c'est léger, c'est fluide, enfin, voilà. Ouais, je suis d'accord avec toi. Très important de préciser que chacun son rythme. Il y a des gens qui iront plus vite que d'autres, Ouais. que chacun son chemin. Il y a des choses qui marcheront pour certains, qui marcheront pas pour d'autres. Et comme tu dis, être patiente avec soi-même et être pleine de compassion avec soi-même, c'est aussi quelque chose de très important. Et je pense aussi qu'être dans la compassion avec soi-même, c'est aussi tout un cheminement pour les personnes qui ont vécu l'abus, parce que on peut être très dur avec soi-même. Les pensées qu'on peut avoir envers soi-même peuvent être aussi très dures, du genre je suis nulle ou je sais qu'à un moment donné, tu m'avais dit aussi dans la pré-interview, tu sais, le je suis une salope ou ces choses comme ça qui peuvent être extrêmement dures envers soi. Ben, quand tu es dans la compassion avec toi-même, c'est aussi accepter de lâcher ce dialogue intérieur et de devenir ta meilleure amie, quoi. Oui, ah, ça aussi, ça a été un processus. Mais ça a été un cadeau, hein. C'est c'est la douceur envers soi-même. Quelque part, j'étais tellement guerrière, combattante à me sortir, et en plus à être seule à m'en sortir, qu'aujourd'hui, oui, c'est ça, c'est retrouver de l'amour envers soi et de la douceur envers soi. C'est hyper important. Mais avec soi et avec mon corps aussi. C'est très important aussi. Donc ça, c'est un beau cadeau derrière. Merci. Ma chère Lisa, merci beaucoup d'avoir ouvert ce chapitre de ta vie avec nous, parce que je sais à quel point c'est pas évident. Donc merci énormément pour ta vulnérabilité, pour tout ce que tu as partagé. J'espère que ça va aider certaines personnes. N'hésitez pas à laisser des commentaires sous le podcast ou directement à Lisa si voilà, cet épisode vous a apporté des choses. Je suis sûre qu'elle sera ravie de recevoir vos commentaires en retour. Oui. Donc, parce que moi je sais que je t'envoie plein d'amour, Lisa, ma belle. Merci. Merci. Je mettrai dans les notes de l'épisode comment prendre des séances avec Lisa, si c'est quelque chose qui vous intéresse, comment vous former au Theta Healing avec Lisa, comment retrouver ses livres et toutes les ressources qu'on a pu mentionner pendant l'épisode. Et si tu as des livres en plus, ma chère Lisa, je les noterai aussi. Oui, avec plaisir. Donc, vous pourrez trouver tout simplement facilement les choses. Voilà. Est-ce qu'il y a une dernière chose que tu veux dire aux gens qui pourraient nous écouter et qui sont dans la même situation que toi, mais pas aussi avancés sur leur chemin? Je pense que la seule chose que j'ai envie de leur dire, c'est que la lumière n'est pas au bout du chemin. La lumière, elle est sur le chemin et c'est possible de retrouver la lumière. Voilà. Magnifique mot de la fin, ma chère Lisa. Merci Nina et merci de ton invitation. J'ai aussi envie de dire comme mot de la fin, c'est un acte de foi que je fais là parce que pour moi c'est presque montrer ma vérité publiquement. Et moi qui étais élevée dans le mensonge toute ma vie, enfin pouvoir publiquement dire ma vérité, c'est que du bonheur. Et oui, c'est un acte de foi envers moi-même. Et c'est un acte qui te permet d'être reconnue. Parce que ma chère Lisa, je te vois, je suis là avec toi, et je suis, voilà, comment dire, en admiration totale de ce que tu es en train de faire. Donc, merci. Ok, sur ce, je vais arrêter cette interview. Merci pour ton temps, merci de nous avoir écoutés, et à une prochaine. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi En toute vulnérabilité. J'espère que cet épisode t'a inspiré ou au moins fait passer un bon moment. Si tu as aimé cet épisode, n'hésite pas à le montrer en laissant un commentaire ou quelques étoiles à paillettes. Cela aidera d'autres personnes à le trouver.
Tes retours sont super importants pour moi car ils m'aident à grandir et à faire évoluer ce podcast pour qu'il soit encore plus parlant. Tu trouveras toutes les ressources mentionnées dans cet épisode en description. Et si tu veux continuer cette discussion ou simplement partager tes réflexions, rejoins-moi sur Instagram en cherchant Nina Cagnac ou Pegasus Gate. Le lien est dans les notes de l'épisode. J'ai hâte de te rencontrer et d'échanger avec toi. Encore merci pour ton temps et ta précieuse écoute. Prends soin de toi et à très bientôt pour de nouvelles aventures dans En toute vulnérabilité.